continuation de ce qui a été dit par René Gattagnan, on va poursuivre cet aspect juridique par l'aspect stratégique. On est bien conscient en fait que certains parmi vous, en écoutant ce genre de propos, peuvent se dire en quoi cela me concerne. Alors, tant qu'il s'agit simplement du traité de Sèvres, qui est justifié par l'existence des Arméniens, en opposition avec le traité de Lausanne qui considère qu'il n'existe pas, eh bien, on pourrait dire que c'est simplement une justification ontologique de l'espace arménien. En réalité, à partir du moment où l'Arménie occidentale a ratifié le traité de Sèvres et continue dans ce cadre-là la poursuite d'objectifs réels, il va y avoir certainement une intervention au niveau des autres États. Alors là, vous allez me dire, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, c'est qu'on va rentrer, comme on dirait en stratégie, en théorie des jeux. Pour l'instant, on a un joueur qui est tout seul, on a l'impression qu'il fait de la théorie de la décision, et par la suite, on va se rendre compte que les autres joueurs vont être obligés de se positionner. Alors pour le moment, ce qu'on voit, c'est une position, disons, de neutralité, en disant, eh bien, ils font en gros ce qu'ils veulent dans un espace où on n'intervient pas, et à partir de ce moment-là, on pourrait se dire, quelle est la réaction du système administrant ces territoires occupés par rapport à ces positions. Alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce positionnement sur le plan stratégique est absolument réaliste, dans le sens où il met en évidence le point de vue du traité de Sèvres. Alors ce qui est important, quand on mentionne la carte, je crois que tu l'as encore, voilà, quand on a encore la carte de Wilson, la question qu'on pourrait se poser, même dans le cadre de la réelle politique, c'est pourquoi la configuration et l'espace territorial désigné par la frontière tient compte simplement de l'histoire et pas de la présence physique. En général, quand on est dans le cadre de la réelle politique, on dit une population vit à un endroit, il faut en tenir compte, et si une population a été exterminée ou génocidée, ben on n'a plus à en tenir compte parce qu'elle n'existe plus. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, la position de Wilson, c'est de dire la chose suivante, c'est indépendamment du génocide et indépendamment de la présence des Arméniens, il considère que ce territoire est l'Arménie. Alors ça pourrait être une innovation même en 2016. Que si en 2016, vous disiez à quelqu'un, on va construire un État à un endroit où il n'y a aucun membre de cet État, simplement pour suivre la logique de l'histoire, il y en a certains qui vous diraient que c'est hors de propos. Alors là, la différence est la suivante, c'est qu'à partir du moment où l'Arménie occidentale existe, elle a le droit, dans le cadre des droits des peuples autochtones, de se définir, de s'identifier, de s'opposer quand il y a une différence, et aussi d'intervenir au niveau des autres États. Alors, pour ceux parmi vous qui ne sont pas des Arméniens d'Arménie occidentale et qui se demandent à quel moment ils vont intervenir, ça va être très simple, c'est dans le cadre de la ZE. Alors la ZE, c'est la zone économique exclusive. C'est une entité qu'on connaît bien sur le plan international. Elle correspond aux accords de Montego Bay de 1982. Elle a été clairement définie comme le droit de la mer et des océans. Elle a été signée par plus de 180 États. Elle a un sens légal et international. Et dans ce cadre-là, on a un processus qui se met en place. Alors d'abord, sa ratification et son adhésion. Donc ça a été fait par l'Arménie occidentale. C'est assez intéressant parce que si vous réfléchissez bien, si vous connaissez bien le terme et les propos précis à cet endroit, eh bien vous allez vous rendre compte que l'Arménie occidentale a signé le traité de la mer et des océans, l'a ratifié avec son adhésion, alors que ça n'a pas été fait par la structure administrante de cet endroit. C'est encore plus intéressant puisque maintenant on a même la déclaration de la ZE. Alors la déclaration, je précise pour ceux qui ne le savent pas précisément, il s'agit en fait de dire qu'on a un espace qui est une zone économique exclusive à l'intérieur de la mer, plus de la terre. Elle s'étend jusqu'à 200 000 nautiques
Et quand il y a un recouvrement, on passe à la phase de délimitation. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir de 2016, l'Arménie occidentale déclare sa ZEE, et cela veut dire précisément, en tout cas en mer Noire, qu'il va y avoir un espace de recouvrement avec la ZEE de la Géorgie, de la Russie, de l'Ukraine et de la Bulgarie. Alors en réalité, ça va être plus avec la Géorgie et la Russie. Je rappelle qu'elles ont signé un accord en tant qu'Union soviétique au départ, qui a été ratifié par la suite par les 3 États qui étaient successeurs, et puis une dizaine d'années après par la Bulgarie. On est dans un cadre de configuration relativement simple en mer Noire, puisqu'il s'agit en fait d'une délimitation qui se trouve à égale distance. Donc on peut considérer que ce point de vue est très clair. Il est très clair en fait pour l'occupant. Alors vous allez me dire, est-ce que ça a fait intervenir les autres États? Ça fait intervenir les autres États dans quel sens? On peut donner un exemple simple pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Par exemple, en ce moment, il y a un problème en Crimée. Donc certains parmi vous considèrent que c'est plutôt ukrainien, d'autres considèrent que c'est plutôt russe. En tout cas, comme en fait on est en ligne médiane, ça ne fait pas d'interférence de l'autre côté. Donc là, la question est de savoir si l'Arménie occidentale se pose comme État non seulement successeur en fait, d'un État qui a été signataire, mais en réalité comme État antérieur, et accepte ces signatures de délimitation. Là, vous allez vous rendre compte que, par exemple, les 3 pays qui sont concernés par ces accords vont rapidement se demander est-ce que l'Arménie occidentale est d'accord ou pas. Et donc là, on va avoir une problématique à mettre en place, sans doute pour Batum. Donc, autant le dire clairement, ça veut dire que les problèmes de délimitation vont faire intervenir les autres États, et il va falloir qu'ils prennent une position claire par rapport à quelque chose où ils pensaient qu'il pourrait être simplement neutre. Alors pourquoi? Je vais vous donner un exemple complètement différent. Vous vous rappelez de 1982, vous vous rappelez des Falklands et des Malouines, suivant votre façon de voir les choses, et vous allez vous rendre compte que les Falklands ont utilisé un espace exclusif de pêche et l'ont donné aux Européens. Parce qu'en fait, les Falklands sont relativement proches. Vu d'ici, ça fait très proche, mais vu de là-bas, c'est quand même assez loin, de l'Argentine. Mais la partie qui est de l'autre côté, elle est très grande, puisque c'est s'étend jusqu'à 200 000 nautiques. Alors pour vous rendre compte, parce qu'apparemment c'est peut-être compliqué, si nous, par exemple, on était simplement une île, et on était à 200 000 nautiques, c'est-à-dire à 370 km de rayon. Eh bien, pour vous rendre compte, ceux qui connaissent un peu la Grèce, eh bien, ça, cette île-là, aurait une ZEE qui serait équivalente à 20 fois le Péloponnèse. Pour les Français, par exemple, les îles Éparses, qui sont proches de la Réunion, eh bien, à elles seules représentent 1 million de kilomètres carrés de ZEE. C'est pour ça d'ailleurs que la France a la 2e ZEE au monde, juste après les États-Unis. Elle est même plus grande en fait que la ZEE de la Russie et la ZEE de l'Australie. Alors qu'apparemment la Russie est quand même très grande et l'Australie est très grande, mais dans ce cadre-là, tout ce qui est à distance et tout ce qui est petit converge vers une idée que l'accès à la mer est bien plus grand. Ce qui veut dire concrètement que là, le positionnement va être nécessaire et pas simplement de facto, il sera simplement déjuré par la suite. C'est que en fait, les États vont se dire maintenant on intervient. Alors pourquoi on intervient? Eh bien, tant que l'Arménie occidentale ne parlait que de zones terrestres, la problématique est essentiellement celle de l'occupant. Mais dès qu'on parle de zones maritimes, eh bien, on est en contact avec d'autres pays. Donc, par exemple, la Géorgie, la Russie, l'Ukraine et même la Bulgarie sur la partie la plus étendue. Ce qui veut dire concrètement qu'à un moment où les Arméniens se demandaient est-ce que c'est une utopie d'avoir un accès à la mer, maintenant on a de façon concrète une signature et une déclaration qui dit que
l'espace de l'Arménie occidentale concerne aussi la mer Noire. Dans ce cadre-là, ce serait assez intéressant de se rendre compte quelle est la position officielle des pays qui ont déjà signé des accords, et pas seulement des accords par rapport au traité de Sèvres, mais par exemple par rapport aux droits de la mer et des océans. Pour vous donner un exemple concret, imaginez que l'Arménie occidentale, c'est un exemple théorique arménien, imaginez que l'Arménie occidentale donne un droit de pêche exclusif à la Russie. Elle l'a fait officiellement au niveau du droit de la mer, puisqu'elle a son adhésion. Elle l'a fait officiellement au niveau de sa déclaration, et donc elle peut considérer que dans cette région, elle a le droit de fournir ce droit de pêche exclusif. En fait, ça serait l'équivalent de ce qui s'est passé dans les Falklands. Et je vous rappelle les répercussions que ça a eu. Parce que certains parmi vous ne savaient même pas l'existence des Falklands. Tant que les Falklands, c'était un problème du type est-ce que c'est argentin ou anglais? En gros, il n'y avait que les Anglais qui étaient au courant. Les Français ont découvert les Malouines en 82. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même la ZE. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que les gens analysent la guerre des Malouines comme une guerre terrestre, alors qu'elle ne concernait que de la mer, et en particulier de l'océan. Alors c'est assez intéressant, parce que je vous rappelle que les Falklands font toujours partie, au niveau des Nations Unies, des territoires non autonomes, donc ils sont dans la liste officielle, qu'ils ont fait un référendum, qu'ils ont considéré qu'ils étaient absolument anglais, et donc qu'on continue à utiliser le droit de pêche exclusif au niveau des Européens, sans avoir aucun problème factuel avec l'Argentine, qui considère que ce référendum ne devrait même pas exister. C'est toujours assez intéressant quand vous avez des États qui considèrent que des référendums ne doivent pas exister alors qu'ils ont eu lieu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les Falklands ont voté à 99,8% leur appartenance à l'Angleterre. Donc, on peut difficilement dire que on ne peut pas être plus clair. Pour ça, pourquoi je le mentionne? Parce que on pourrait, dans un premier temps, considérer que, comme c'est un territoire non autonome, ça n'a pas été réglé, mais pendant que ce n'est pas réglé, la pêche continue, normalement. Donc vous avez en fait une position qui est, on pourrait dire, de la réelle politique du type, eh bien, on n'a aucun problème, on n'est pas concerné par cette problématique, et en réalité, eh bien, vous avez la stratégie qui se met en place au niveau du droit international, c'est que les Falklands utilisent le droit de la mer et des océans pour donner cette opportunité aux pays qui veulent pêcher. Alors imaginez maintenant l'équivalent pour la mer Noire en Arménie occidentale. Eh bien vous voyez que là, d'ailleurs je vois même à vos têtes que certains sont surpris, parce que tant que je parlais de la terre, vous disiez, bon ben nous on aime bien les Arméniens, donc on va s'occuper de quoi ils parlent. Et là, d'un seul coup, même l'interprète sourit, et pourtant elle n'a pas à traduire, c'est pour ça qu'elle est complètement à 100% là-dedans. Eh bien, on va se rendre compte qu'on va avoir une zone un peu bizarre, à savoir qu'un pays qui est occupant considère que c'est clairement à lui, et un pays qui est occupé considère que c'est clairement non à l'autre. Donc, d'un seul coup, eh bien, les zones qui sont limitrophes et les pays qui sont prétendument neutres, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce point de vue au niveau stratégique, et de la théorie des jeux, vous voyez que les mathématiques interviennent, c'est qu'on ne peut pas être neutre tout le temps pour tous. Parce qu'en fait, en étant neutre tout le temps pour tous, on est moins neutre pour certains. Parce que ça veut dire quoi? Si vous dites par exemple, je vais pêcher, vous allez pêcher pour de vrai ou pour de faux? Le poisson que vous allez prendre, vous allez payer une autorisation à l'un ou à l'autre. Si vous voulez être totalement neutre, c'est très simple, il faut payer à personne. Parce que si vous payez à l'un, vous payez contre l'autre. Si vous payez à personne, vous êtes hors du droit international. Donc, soit vous n'y allez pas du tout, et donc là vous êtes prétendument neutre, mais en réalité on vous a neutralisé, et vous n'êtes pas neutre, ce qui est totalement différent. Parce que quelqu'un qui veut être neutre,
On le dit en plus en Suisse. Hein, donc, et imaginez par exemple si je vous disais la Suisse n'est pas un État neutre, mais un État neutralisé. Ben là, il y a plusieurs Suisses, j'espère, qui diront quand même c'est pas ça. Voilà, ça c'est sûr. Donc, l'équivalent ici, c'est que quand on a une stratégie de droit, comme l'a mentionné Arménag, eh bien, on force l'autre à prendre une position, à savoir, c'est une position de droit ou c'est une position de réel politique, en considérant que comme c'est un occupant, eh bien, on gère les problèmes avec l'occupant en considérant qu'il va rester là. Je vous rappelle par exemple que pour l'État nazi, eh bien, il y a eu des accords qui ont été faits par différents pays. Après, ils se sont bien mordus les doigts parce qu'en fait, ils considéraient que ça allait durer pendant longtemps, et puis finalement, ça n'a pas duré très longtemps. Et en réalité, les États qui étaient sous cette occupation, ben, ils ont duré plus longtemps que l'occupant. Alors vous allez me dire, oui, mais là, l'occupation par rapport au territoire des Arméniens, puisque ça a été clairement défini même par la reconnaissance récente par rapport à 1915 jusqu'à 1923, ça date. Alors, je vous rappelle quand même que l'espace juridique est très clair à ce niveau-là, c'est que ce sont des événements imprescriptibles. Ce qui veut dire que sur le plan juridique, on ne peut pas considérer que le génocide n'a pas eu lieu. Même si certains voudraient. Par exemple, c'est pareil, ce que je vous disais pour la neutralité. Vous ne pouvez pas être neutre par rapport au génocide en disant que vous pensez qu'il existe et en même temps vous pensez qu'il n'existe pas. Si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que vous avez un positionnement. Si votre positionnement est clair, il a une valeur universelle et humaine. Si votre positionnement est simplement opportuniste, eh bien rapidement vous allez le changer. Donc là, le point de vue de la ZE, à partir du moment où l'Arménie occidentale déclare qu'elle a une zone économique exclusive, ça veut dire qu'elle rentre dans un cadre juridique nouveau, plus étendu, qui la met en contact avec d'autres pays alors qu'elle n'avait pas cet accès précédemment. Maintenant, du point de vue strictement stratégique, il y a certains parmi vous, même qui sont pro-arméniens, qui considèrent quand même que c'est bien que l'Arménie ait des droits, mais ils n'auraient pas pensé que l'Arménie a droit à la mer. Je vous rappelle quand même, ça a été cité au début, que l'Arménie, à un moment, a été le peuple des trois mers. Alors, certains parmi nous ne savent même pas que ça existait à cette période, mais je ne vous parle pas de cette période, je parle simplement de l'accès. Alors, cet accès à la mer Noire est totalement naturel, on le voit sur la carte. Vous voyez, sur la carte, en fait, vous avez la région au niveau de la séparation. Donc la carte de Wilson correspond à Kelasund. Donc c'est l'espace, si vous voulez, voilà, donc Arménag, évidemment, il est intéressé, donc il me montre, c'est bien. C'est tout cet espace-là qui est prévu depuis 1920 comme étant un espace arménien. Donc si maintenant vous mesurez cet espace-là et vous faites les calculs du point de vue de la ZE, en étant à égale distance par rapport à la Géorgie, à la Russie, à l'Ukraine, etc., eh bien vous allez avoir une ligne de délimitation. Alors pour ceux qui pensent que tout ça, ce sont des visions utopiques et futuristes, c'est très simple. Il suffit de regarder où vont les gazoducs et les oléoducs. Parce que là, vous n'allez pas dire que c'est utopique et que ça n'appartient pas à la réalité. Et là, vous allez vous rendre compte que les gazoducs, pas seulement ceux qui existent, mais ceux qui vont exister, eh bien certains, donc vous allez trouver tout de suite les pays qui font quoi, certains vont penser que ce serait bien d'être hors de la ZE ukrainienne. Certains vont penser que ce serait bien d'être dans une ZE à la limite de la ZE bulgare, et quand ils vont s'apercevoir qu'on a des changements au niveau de la ZE du territoire occupé par rapport à l'occupant, et bien ils vont se rendre compte d'un seul coup que les changements vont être effectués. Alors par exemple, regardez certains gazoducs, vous allez vous rendre compte que certains passaient par un espace terrestre, et d'un seul coup, on a décidé qu'ils passeraient par un espace maritime. Et quand vous regardez le tracé, j'imagine que vous ne faites pas attention à ces tracés en détail, vous allez vous rendre compte qu'ils seront très proches des limites, donc de délimitation de la ZE des pays. Et donc là, vous allez vous dire, alors c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que la ZE, c'est quand même relativement formel
et ce n'est pas vraiment un droit imposé, mais lorsqu'il s'agit de placer des gazoducs et des oléoducs, là vous dites c'est vrai. Alors je vous rappelle que le traité des droits de la mer et des océans prévoit que un gazoduc et un oléoduc est considéré comme placé, même quand il va être placé. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'il n'est pas gênant. Donc dans le droit de la mer, on voit que quelque chose qui est prévu de être mis en place dans le cadre d'une ZEE peut être considéré comme placé et donc neutre. Alors quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt pour le pays qui le met en place, c'est qu'il ne passe pas par l'espace terrestre. Donc il n'est pas dans le cadre de la suprématie territoriale, il est simplement dans un droit de la mer au-delà des 12 000 nautiques. Alors c'est assez intéressant parce que là vous allez vous rendre compte que, effectivement, ce qui se passe, c'est que les pays choisissent bien le tracé des gazoducs et des oléoducs en mer en fonction des ZEE qui vous paraissent au départ complètement formelles. Et donc la modification par exemple de la problématique de Batum, eh bien ça va changer, vous voyez sur la partie, voilà, c'est là où je vous montre Arménac, ça va changer en fait un petit triangle. Alors vous allez me dire, qui va s'intéresser à ce petit triangle? Je vais vous donner un autre exemple pour vous rendre compte que nous on ne s'en intéresse pas, mais les gens s'en intéressent. Si vous regardez maintenant la ZEE de l'État d'Israël, qui a signé des accords avec Chypre, qui n'a pas signé des accords avec l'Égypte, eh bien vous allez vous rendre compte que la partie qui s'appelle la bande de Gaza, il y a un petit triangle où personne n'intervient dedans. Alors c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que l'État d'Israël dit, pour moi ça n'existe pas, la Palestine pour l'instant ne le revendique pas, et l'Égypte ne rentre pas dedans. Donc quand vous regardez la ZEE de l'État d'Israël, formellement, vous allez vous rendre compte qu'il lui manque un petit triangle, et c'est exactement ce qui est prévu d'être donné à la Palestine. Alors c'est assez intéressant, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est important sur le plan diplomatique dans les États, on a deux jeux. Il y a le jeu de l'oralité. Donc en gros, quand vous parlez seulement et vous n'écrivez pas, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais c'est pas grave. Donc si un État vous insulte, et vous insulte simplement oralement, c'est comme s'il ne vous a pas insulté. Vous pouvez même lui répondre. S'il vous insulte par écrit, c'est un autre problème. Et en général, il évite de le faire. Donc il vous le dit avec une langue de bois très personnalisée, où il faut vraiment avoir un interprète pour savoir de quoi il parle. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Si vous écoutez officiellement l'État d'Israël, eh bien vous allez vous rendre compte que la Palestine n'existe pas encore. Si vous regardez ce que fait l'État d'Israël, eh bien il prévoit qu'elle existe. Et donc là, la problématique équivalente, par exemple, dans la région de Batum, c'est de savoir si, par exemple, la Géorgie, la Russie et l'Ukraine considèrent que cette zone est claire ou pas. Parce que si elle est claire, ça veut dire que quelqu'un peut intervenir dedans. Si elle n'est pas claire, vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, va apparaître un petit triangle où personne ne dira rien. Officiellement, personne ne dira qu'il existe, mais réellement, personne n'ira. Exactement comme l'autre exemple que je vous ai donné. Cela veut dire concrètement qu'en fait, d'un seul coup, l'État d'Arménie occidentale, en prenant des initiatives de type droit de la mer et déclaration de la ZEE, donne une problématique aux autres, à savoir, quelle est votre position par rapport à ça? Et donc là, l'avantage, c'est que quand on parle de droit, une stratégie de droit, qui est une valeur universelle, comme tu disais Arménac, eh bien d'un seul coup, les autres États doivent se poser la question, quelle est la réponse adéquate? Alors vous allez vous rendre compte que de nombreux États vont être au niveau de l'oralité. Donc au niveau oral, ils vont dire on est d'accord ou pas d'accord, mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où le problème devient problématique, il va falloir avoir une résolution. Donc, maintenant, l'Arménie occidentale n'est plus dans un espace confiné au sein d'un occupant. Je vous donne un autre exemple. Imaginons par exemple que le Vatican a des problèmes avec l'Italie. C'est très simple. Aucun de vous ne s'occuperait de ça, sauf les Italiens et le Vatican. Si maintenant le Vatican avait accès à la mer,
Et d'un seul coup, il disait, moi j'ai une ZEE, elle va même toucher la Tunisie. Ben, d'un seul coup, la Tunisie sera obligée de prendre position en disant, c'est un accord avec le Vatican que je fais, ou avec l'Italie. Et bien là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc si vous regardez, est-ce que tu as une carte où on voit vraiment toute la mer Noire? Je vois que même le responsable de la salle se retourne maintenant. Parce que c'est toujours pareil. Hein. Si vous voyez, prenons l'exemple de la Suisse pour que ça nous concerne un peu plus. Par exemple, tant que la Suisse n'a pas de mer, on s'en fout complètement si elle fait une ZEE ou pas, parce qu'il n'y a pas de mer. Si par exemple la Suisse avait accès à la mer, d'un seul coup, et disait, voilà, moi j'ai ma ZEE suisse, eh bien les États qui auraient signé avec les autres États, par exemple avec la France, l'Italie, je l'imagine de ce côté, eh bien ils sont obligés de dire, est-ce qu'ils considèrent que cet accord est valable en fonction des nouvelles positions par rapport à la Suisse. Donc cet espace-là est complètement concret, parce qu'on pourrait se dire que c'est un espace juridique formel, mais à partir du moment où on a des populations, parce que c'est ça qui est assez intéressant, et là on se rend compte maintenant de la perspicacité du traité de Sèvres et de l'absence de perspicacité du traité de Lausanne. Parce que le traité de Lausanne, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on va faire un traité et on va faire comme si certains n'existaient pas. On fait le traité, ce nous on est d'accord, c'est bon. Alors c'est assez intéressant, parce que le président Wilson, qui a fait toutes ces cartes et qui a été demandé par les puissances, les grandes puissances de l'époque de faire ce travail, parce qu'ils reconnaissaient en lui une grande valeur, je vous rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique n'ont pas signé le traité de Lausanne. Donc c'est assez intéressant, parce que quand vous avez des gens qui vous disent « ça serait bien que tu le signes », mais eux, ils ne l'ont pas signé. Alors qu'en fait, ils ont fait les délimitations précédentes. Ça veut dire qu'en fait, ils sont d'accord avec le précédent. Par exemple, personne aux États-Unis n'a jamais dit que le président Wilson était un fou et qu'il avait fait un tracé comme ça tout seul. Non. Ce qui veut dire concrètement que vous avez un positionnement à mettre en place, et ce que je suis en train de vous dire, c'est la chose suivante, très très simple. Donc pour ceux qui sont joueurs d'échecs, ils le comprendront très bien. Si vous êtes hors de l'échiquier, que vous soyez un pion ou une dame, vous n'avez aucune valeur. Si d'un seul coup le pion décide d'être dans l'échiquier, eh bien il a une valeur. Et maintenant, ceux qui sont déjà sur l'échiquier, en voyant le pion apparaître, ils ont une problématique. C'est de dire, ce pion, il va commencer à bouger, il peut même prendre des pièces, il peut même être promu, ou je fais comme s'il n'existait pas. Parce que tant qu'il était à l'extérieur de l'échiquier, tout le monde pouvait dire qu'il existe, qu'il n'existe pas, c'est comme ça vous semble bon. Mais à partir du moment où il rentre dans l'échiquier, et là l'échiquier c'est l'espace maritime. Alors l'espace maritime, je vous rappelle que de nombreux pays dans le monde ont énormément de problèmes de délimitation pour la ZEE, c'est pas pour rien, parce que même les poissons c'est important. Imaginez maintenant qu'on parle des ressources naturelles, non vivantes. Je vous rappelle donc l'exemple des Falklands, on a eu la même chose à partir de 2007 pour des gisements de pétrole. Donc là, il ne s'agit pas simplement de poissons qui est en train de passer, on a des gisements. Il y en a parmi vous qui pensent qu'il n'y a pas de gisement en mer Noire. Et j'espère que vous pensez, surtout si vous voulez être neutre, que tous les gisements sont évidemment à l'extérieur de la ZEE de l'Arménie occidentale. Parce que s'ils sont à l'intérieur, ça veut dire que des fois, vous payez des autorisations à des personnes qui sont simplement des occupants. Alors d'un côté, vous avez l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Déclaration des droits des peuples autochtones, on est tous d'accord, et d'un seul coup, vous avez un peuple autochtone qui dit « ben, moi je les ai deux, hein. Donc puisque vous me respectez, ben, respectez-moi complètement, je n'ai rien fait d'anormal et d'anormal. » Donc ça veut dire que concrètement, en rentrant dans cet espace, eh bien, on a des implications même au niveau des gisements de pétrole et de gaz naturel, dans une région où ça a vraiment un sens. Pour ceux qui pensent que ça n'a pas un sens, maintenant je m'adresse strictement aux Européens de l'Union Européenne, et aussi aux Anglais, tant qu'ils ne sont pas dans... on est en 2016.
Je parle pour l'interprète, parce qu'un morceau doit être... Donc, vous avez l'article 76 et l'article 77 qui correspondent en fait à l'énergie, qui ont été signés en 2013 et qui considèrent qu'il faut faire la promotion de la recherche d'hydrocarbures ou en mer Noire et en Méditerranée. Ça concerne quel pays au niveau de l'Union européenne? C'est très simple, c'est la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce, Malte, Chypre et un peu l'Italie, puisqu'on est au bord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, depuis 2013, quand on fait la route énergétique de 2020-2050 de l'Union européenne, on précise aux États membres que ça serait bien de vous mettre d'accord et de coexploiter. Alors pourquoi, c'est quoi l'idée? C'est en gros de dire, si on a des gisements au sein de l'Union européenne, ça serait quand même bien d'être ensemble dans ce cadre-là. Donc imaginez maintenant que l'Arménie occidentale dise, eh bien, moi je voudrais faire par exemple une autorisation au niveau de l'Union européenne en mer Noire. Et bien là, d'un seul coup, l'Union européenne devrait se dire, est-ce que je dis quelque chose oui, non, ou? Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'on peut se poser la question que d'un côté, on a des problématiques réelles, de l'autre côté, on a des problématiques qui nous semblent superficielles parce qu'on n'est pas concerné directement. Mais là, ce que je conclus de cette façon, l'Arménie occidentale n'a pas seulement un droit d'existence, elle a aussi un droit de pression. Parce qu'en fait, l'existence, c'est un droit de pression dans quel sens? C'est que si M. Guy est là, ou il n'est pas là, je le vois. Donc en fait, sa présence peut être neutre, mais par exemple, moi je ne peux pas marcher, aller directement sur Armenac, parce que je vais bafouer ses droits. Cet élément-là est assez intéressant au niveau de l'Arménie occidentale, parce que tant qu'on n'avait aucune interférence avec les gens de l'extérieur pouvaient être neutres. En réalité, maintenant, ils vont être obligés de prendre position et de se dire, si moi je pense que les droits de l'homme ont un sens, ben, il faut aller dans ce sens-là, et ce sens-là concernera la ZEE, le droit de la pêche exclusive et les gisements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien. Merci beaucoup, M. Vigueros.